Eh bien, je me propose maintenant d'expliquer en quelques minutes l'essentiel du plus important de ce qu'il faut savoir pour utiliser le logiciel LibreOffice Draw. Alors, première chose, bien sûr, comment démarrer le logiciel. Dans le système d'exploitation Linux Ubuntu, le système d'exploitation nous propose la liste des logiciels installés dans le lanceur, du moins quelques-uns d'entre eux. Si LibreOffice Draw n'est pas disponible, et ici sur l'écran il n'est pas disponible, on peut l'appeler en cliquant en haut sur l'icône de LibreOffice et en demandant le logiciel Draw. Il suffit alors de cliquer et le logiciel s'ouvre. Sous Windows, le principe est tout à fait similaire. Alors ici j'ai un Windows 7 avec le bouton de démarrage, ou du moins un Windows qui ressemble à Windows 7. Nous avons dans l'interface qui est ici en anglais, mais ça n'a pas d'importance, tous les programmes. Et dans tous les programmes, LibreOffice 4.4 par exemple, tout dépend de la version que vous aurez installée chez vous, et l'option LibreOffice Draw qui va ici démarrer. Je vais plutôt me concentrer sur l'interface sous Linux Ubuntu. De toute façon, le mode de fonctionnement est exactement le même sous Windows ou sous Mac d'ailleurs. Dans le logiciel de dessin LibreOffice Draw, on ne dispose ni de gomme, ni de pinceau, ni d'outils de ce genre-là. Donc il ne ressemble pas à d'autres logiciels de dessin que vous pourriez connaître comme Paint ou Photoshop ou GIMP par exemple. Comment travaille-t-on alors? Eh bien, on va travailler exclusivement avec des formes géométriques. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle ici de logiciel de dessin vectoriel. Toutes les formes géométriques que nous allons utiliser sont toutes décrites par des propriétés mathématiques. Donc, dessin vectoriel, lien avec les mathématiques. Alors, nous ne ferons pas de mathématiques ici, nous allons simplement utiliser ce que les mathématiques nous permettent. Les différentes formes que l'on peut dessiner sont toutes présentées dans la barre d'outils de dessin au bas de l'écran. Commençons par un exemple avec un rectangle. Donc je vais sélectionner ici l'outil rectangle dans la barre d'outils de dessin. Pour dessiner ce rectangle, je me rends maintenant sur la page et sur la page, je clique, je maintiens le bouton de la souris enfoncé et je déplace la souris jusqu'à obtenir le rectangle de la dimension qui me convient. Le rectangle en question est maintenant entouré d'une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8 poignées, des poignées qui vont pouvoir me servir pour le redimensionner. Donc si je souhaite diminuer la hauteur du rectangle, voilà, si je souhaite changer sa largeur, je reprends la poignée latérale et voilà. Si je souhaite maintenant changer à la fois la longueur et la largeur, je peux utiliser les poignées qui sont dans les coins. Alors si maintenant je souhaite avoir un rectangle d'une certaine forme et ne pas changer ses proportions durant le redimensionnement, il me suffit de tenir au clavier une des deux touches de majuscule. Alors j'insiste, il s'agit bien d'une des touches de majuscule et non la touche majuscule bloquée, encore parfois appelée Caps Lock ou Shift Lock. Donc, sur le clavier à gauche et à droite, je dispose de deux touches de majuscule, je choisis l'une d'elles et je la maintiens enfoncée, comme si je voulais écrire des majuscules, puis je change la dimension de mon rectangle. Et vous voyez à l'écran que je ne peux pas modifier le rectangle de manière à le déformer. Donc je ne peux pas le déformer. Si je lâche la touche de majuscule, par contre, là je peux le déformer. Si je reprends la touche de majuscule, plus de déformation possible. Et lorsque le rectangle a la dimension que je souhaite, je lâche le bouton de la souris. Et voilà mon rectangle, donc, qui a été ici agrandi sans être déformé. Ce rectangle présente deux caractéristiques importantes. Il dispose d'une bordure et il dispose d'une couleur de fond. Je peux changer à la fois les caractéristiques de la bordure et les caractéristiques du fond. Alors, pour la bordure, je pourrais commencer par changer son épaisseur. C'est l'outil ici qui va me permettre cela. Donc je vais par exemple ici
épaissir la bordure. Et pour qu'on la voie bien, je vais même changer sa couleur. Voilà qui est fait. Je peux déplacer mon rectangle comme je le veux. Alors pour ce qui est de la couleur de fond, je vais pouvoir la choisir ici. Je change cette couleur et en une fois, donc, le rectangle dispose maintenant d'une nouvelle couleur. Je dispose aussi d'une possibilité de réaliser des dégradés à choisir dans une liste définie là. Voilà, j'ai maintenant un dégradé vert sombre en haut à gauche et un vert un peu plus clair en bas à droite. Ces dégradés sont modifiables, on en parlera éventuellement plus tard. Autre point important à retenir, ce rectangle qui dispose donc de 8 poignées peut aussi être tourné. Alors pour provoquer une rotation, je vais soit faire un deuxième clic alors que les poignées de redimensionnement sont présentes, je fais un deuxième clic et les poignées se changent maintenant en une espèce de poignée rouge. Alors je peux maintenant sur une des poignées de coin, une poignée rouge de coin, je peux cliquer et tourner. Sur une des autres poignées, je peux par exemple incliner le rectangle de manière donc à en faire un parallélogramme. Vous remarquerez qu'il y a ici un centre de rotation que je peux déplacer. Je vais le mettre là par exemple. Et si maintenant je fais tourner le rectangle, il tourne, comme vous le voyez, autour du centre de rotation. Donc, voilà l'essentiel de ce qu'il y avait peut-être à dire à propos des formes prédéfinies. Alors on peut aussi dessiner des lignes, dessiner des flèches. Alors tout cela se passe de ce côté-là. Une ligne par exemple, avec une flèche à la fin. Voilà qui est fait. Et pour changer l'épaisseur, bien sûr, pas de souci. Pour changer la couleur de la flèche, pas de souci non plus. Que dire encore? Oui, il existe encore d'autres formes prédéfinies, bien sûr, pas seulement des rectangles et des flèches. Alors, parmi les formes de base dont on dispose, par exemple un triangle isocèle, par exemple une infobule, voilà, par exemple une étoile. Alors, à remarquer que dans certains cas, pour certaines formes, je vais prendre par exemple le smiley, pour certaines formes, dont je peux donc changer la couleur si je vais le faire pour qu'on le voit bien, je dispose d'une poignée supplémentaire qui va me permettre de changer une des caractéristiques de l'objet en question. Alors, pour supprimer des objets maintenant, puisqu'on ne dispose pas de gomme, comment faire? Bien, il suffit de sélectionner l'objet par un clic, les 8 poignées sont présentes, puis j'utilise une des touches de l'effacement du clavier. Donc il y a 2 touches d'effacement, la touche Delete et la touche Retour arrière. Ici, je frappe la touche Delete et le rectangle disparaît. Point suivant que nous pourrions discuter, c'est l'écriture de texte dans le logiciel de dessin. Alors comme il ne s'agit pas d'un logiciel de traitement de texte, évidemment il ne s'agit pas ici de l'utiliser en tant que tel, mais simplement pour ajouter des annotations dans les dessins. Alors je dispose d'au moins 2 façons de travailler. La première façon de travailler consiste à utiliser l'outil de texte, qui se trouve donc dans la barre d'outils de dessin. Je sélectionne l'outil et je vais positionner à un endroit de la page et je dessine un rectangle. Dans ce rectangle, je vais maintenant pouvoir écrire du texte. Et vous remarquez que ce texte est maintenant, il est contraint de rester dans le rectangle. Alors ici, le rectangle n'est pas tout à fait assez grand pour le mot contraint, donc évidemment le T, la fin du mot contraint, passe à la ligne. Je peux toujours agrandir le rectangle en question, de manière à rendre les choses un peu plus jolies. Deuxième façon de procéder avec cet outil-là, je clique, donc je sélectionne l'outil, je clique n'importe où dans la page et je peux commencer à écrire exactement à la taille que je veux, avec la dimension de rectangle que je veux. Si je passe à la ligne, évidemment, si j'ai fait frapper Enter, le logiciel détecte que j'ai changé de paragraphe, donc il me propose une majuscule. Si je ne veux pas changer de paragraphe, mais poursuivre simplement, je frappe majuscule Enter.
Et cette fois-ci, il n'y a pas de majuscules qui se mettent puisque ce n'est pas un nouveau paragraphe. Pour écrire des textes, on peut aussi écrire dans des formes prédéfinies. Alors ce sera souvent bien sûr dans des rectangles. Je dessine un rectangle, puis je fais un double clic, j'ai bien dit un double clic immédiatement, dans la forme, et au centre de la forme, mais cette fois-ci, donc, le texte va rester a priori au centre de la forme, sauf si je change les caractéristiques, alignement à gauche, alignement à droite, ou bien, comme au départ, l'alignement centré. Tous les éléments de dessin que je réalise, tous ces éléments de dessin ont des caractéristiques donc que j'ai changées pour l'instant au niveau des couleurs, au niveau des formes, au niveau des épaisseurs, je les ai changées ici en haut. Alors on peut aussi modifier les caractéristiques en faisant un clic du bouton droit. Et j'ai la possibilité de changer les caractéristiques des lignes. Donc ici par exemple je veux modifier l'épaisseur de la bordure et je veux la mettre dans cette couleur-là. Voilà qui est fait. Donc par un clic droit, je peux changer différentes caractéristiques de l'objet. Un élément d'information très important, c'est la façon dont les formes se superposent ou non. Alors ici, je vois que ma double flèche se superpose à l'élément, au cadre que j'ai écrit là. Si maintenant je prends le cadre, lui-même se superpose au texte. Alors, quelle est la logique? Eh bien, c'est très simple, la logique est chronologique. Lorsque je dessine un élément, le texte ici est une sorte de dessin, lorsque je dessine un élément et que je dessine un élément suivant, l'élément suivant s'empile au-dessus de l'élément précédent. Donc au fur et à mesure que je dessine, les éléments se mettent les uns au-dessus des autres. Donc si maintenant je dessine une étoile, je prends l'étoile, l'outil étoile, d'abord je désélectionne, je prends l'outil étoile, je dessine une étoile, voilà, cette étoile se met au-dessus. Alors cet ordre est évidemment intéressant à utiliser comme ça, mais il y a moyen aussi de changer la disposition. Alors pour changer la disposition, il y a moyen de travailler avec le clic droit et organiser, donc envoyer l'élément actuel à l'avant, vers l'avant, ça veut dire simplement le faire avancer d'un plan, vers l'arrière, on le fait reculer d'un plan, et envoyer à l'arrière, ça veut dire tout à fait à l'arrière du dessin. Alors ici, si je veux mettre l'étoile tout à fait à l'arrière, je choisis envoyer à l'arrière. On peut aussi travailler avec l'outil ici en haut, et je vais le renvoyer à l'avant. Voilà, l'étoile est maintenant de nouveau à l'avant-plan. Donc nous disposons là d'un système intéressant pour disposer les éléments, soit les uns au-dessus des autres, dans l'ordre que l'on veut. Un point important encore, c'est la notion de couche. Alors, dans les logiciels de dessin, on travaille souvent avec des couches ou avec des calques qui se superposent. Alors ici, c'est vraiment la logique chronologique qui s'impose, mais la notion de couche existe aussi. Bien que cette fois-ci, la position relative n'aura plus d'importance, c'est vraiment la chronologie qui s'impose. Alors la notion de couche, elle est ici en dessous. Nous avons déjà 1, 2, 3 couches qui sont définies dès que l'on commence un dessin. Alors chacune de ces 3 couches est visible par défaut. Alors il y a la couche mise en page, la touche contrôle, la touche ligne de code. Nous ne détaillerons pas ces couches pour l'instant. Je vous propose de parler d'une seule couche un peu particulière, une seule couche que nous allons même créer nous-mêmes. Alors pour cela, je fais un clic droit sur cet onglet et je vais insérer une couche. Car mon idée, ce sera maintenant de créer une couche sur laquelle je vais mettre une couleur de fond. Si je veux par exemple éditer une affiche, il serait intéressant d'avoir une couleur de fond. Alors je vais appeler cette couche de fond. Son nom n'a strictement aucune importance et ce n'est pas parce que je l'appelle couche de fond qu'elle sera au fond. Donc voilà cette couche définie. Sur cette couche, je vais maintenant définir un rectangle d'une couleur uniforme ou d'une couleur qui m'intéresse.
Donc je dessine un rectangle qui occupe toute la page. Voilà. Voilà la couleur de fond de mon affiche. Alors si ce n'est pas très joli, je peux évidemment changer. Alors soyez attentifs évidemment au fait qu'il ne faut pas que la couleur de fond prenne le pas sur le contenu de votre affiche. Voilà, voilà, couleur de fond. Et si maintenant je veux dessiner, il n'y a pas de souci, hein, je peux très bien dessiner. Mais le problème, c'est que s'il y a déjà une forme, lorsque je veux sélectionner un élément qui est sur ma page pour le déplacer par exemple, donc ici je voulais bouger la flèche, je ne suis pas arrivé parce que la couleur de fond est là, et si je ne clique pas exactement sur la flèche, je sélectionne plutôt la couleur de fond. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'enlève la flèche qui est destinée là sur la couche de fond pour l'instant, je fais un clic de bouton droit sur l'onglet, et je vais demander à modifier cette couche, appelée donc couche de fond. Pour la modifier, je fais quoi ici? Je vais simplement la verrouiller. Et je clique OK. Donc maintenant, cette couche est verrouillée et je ne peux plus y toucher. D'ailleurs, vous voyez que les outils de dessin sont désactivés, ils sont en gris. Et si j'essaye de dessiner, je ne peux rien faire. Par contre, si je reviens sur une des couches, la couche mise en page, je suis sur la couche mise en page, je prends un rectangle et je le dessine. Je reprends mon outil de sélection, j'essaye de bouger le fond, il n'y a rien à faire, le fond étant verrouillé, je ne peux pas le bouger. Le rectangle qui est là, je peux le bouger exactement comme je veux. Dernière caractéristique, dernier point important de cette rapide description, donc la couche de fond, je vais maintenant la supprimer, je n'en ai plus besoin. Dernier élément d'information important dont vous pourriez avoir besoin pour travailler, c'est la taille de la page et l'orientation de la page. Alors pour une affiche, il sera souvent intéressant de travailler sur une page en A3, et en fonction du type d'affiche, eh bien vous ferez cela au format paysage ou au format portrait. Donc actuellement, par défaut, c'est le format portrait qui est utilisé, mais pour changer cela, dans le menu format, je sélectionne donc l'option page. Dans l'option page, je peux choisir la taille de la page, A3, A2, A1, A0. Donc vous savez que à chaque fois que l'on passe vers un chiffre inférieur, la taille de la page est doublée. Donc par exemple, si un A4 qui est au-dessus, un A4 mesure 21 sur 29 et à quelque chose, un A3 mesure 29 et quelque chose sur 42, soit le double. Et puis je passe en paysage. Et voilà notre nouvelle page qui est au format A3. Voilà, avec ça, vous disposez d'un minimum d'informations pour pouvoir commencer à travailler. Vous pourrez trouver d'autres informations à propos du logiciel et sur la façon de travailler un peu plus finement en d'autres endroits. Vous demanderez bien sûr conseil à vos formateurs respectifs. Merci d'avoir suivi jusque-là.